Chang, Fu, Lo et Chang reprennent en tête de leur article publié récemment dans le Journal of Financial Economics une citation parue dans le Wall Street Journal. La plupart des innovations ne naissent pas dans l'isolement du travail d'un chercheur ou d'un dirigeant, mais sont les fruits des efforts de toute une communauté d'employés, confrontés chaque jour aux desiderata de leurs clients et aux pressions de la concurrence. L'objet de cet article est d'étudier l'impact de l'intéressement du personnel non dirigeant sur le potentiel d'innovation d'une entreprise. Plus particulièrement, ces auteurs étudient les effets induits par les plans de stock options à destination de ces salariés non dirigeants. L'étude est donc novatrice, car généralement, on privilégie l'impact des seuls plans de stock options à destination des dirigeants. Préalablement, rappelons qu'une vision à long terme au sein de l'entreprise a été maintes fois signalée parmi les facteurs importants favorisant l'innovation. Par exemple, des actionnaires peu pressés et acceptant le risque de l'échec soutiennent plus fortement les dirigeants dans des projets innovateurs. De même, quand ces derniers se sentent moins menacés par des prises de contrôle hostiles, ils engagent plus volontiers des programmes innovants. À l'opposé, quand la pression des analystes financiers ou de la communauté financière en général sur les résultats comptables à court terme de l'entreprise s'exerce avec force, alors l'innovation est défavorisée. De ce point de vue, les stock options présentent deux intérêts. Dans la mesure où leur date d'exercice est relativement éloignée, elles favorisent l'engagement des bénéficiaires dans des projets qui n'aboutiront que dans un futur aussi éloigné. Elles évitent les pièges du court-termisme. Si elles sont distribuées à une communauté large et non pas restreintes aux seuls dirigeants, elles peuvent avoir aussi la vertu de motiver le groupe tout entier dans sa réussite collective. Un autre intérêt des stock options réside dans la forme de l'intéressement qu'elles procurent. Elles valorisent la performance et poussent à la réussite. Mais elles ont aussi l'avantage de stimuler la prise de risque, car, en cas d'échec, leur valeur minimale est naturellement bornée à zéro. Cette dimension liée au risque est absente d'autres mécanismes d'intéressement, comme par exemple la participation directe au capital de la société. Au-delà de ces deux propriétés principales, à savoir accroître la motivation pour la réussite du groupe et inciter à la prise de risque, les stock options présentent d'autres qualités. En élargissant leur distribution à un spectre très large de personnes au sein de l'entreprise, on accroît ainsi les chances de recruter ou de retenir les membres les plus optimistes et les plus dynamiques. Par ailleurs, ces instruments sont avantageux du point de vue de la trésorerie, puisqu'il n'y a pas de sortie immédiate de cash, et du point de vue fiscal, puisque aux États-Unis d'Amérique, elles sont considérées comme des charges déductibles de l'impôt. L'objet de cette étude empirique est de vérifier si les entreprises qui se soucient d'intéresser une base large de personnel à la réussite de ces projets, en leur attribuant des stock options, obtiennent en matière d'innovation des résultats supérieurs. Les données concernant les stock options accordées par les entreprises proviennent de la base Investors Responsibility Research Center et ont été complétées
par celles provenant de la base ExecuComp. En effet, pour isoler les seules options concernant les personnels non dirigeants, les auteurs ont dû retrancher de celles revenant à l'ensemble du personnel les stock options attribuées aux seuls dirigeants. Ces dernières ont été mesurées à travers l'information communiquée par la base ExecuComp. Pour apprécier les résultats en matière d'innovation, Chang, Fu, Lo et Chang ont exploité la base de données concernant les brevets du US Patent and Trademark Office. Enfin, les données comptables et boursières proviennent respectivement des bases CompuStat et CRSP. L'échantillon ainsi constitué couvre la période 1980-2003 aux États-Unis d'Amérique. Les limites principales viennent de la disponibilité des données concernant les brevets pour la fin de période et de celles concernant les plans de stock options pour la date de début de période. Les auteurs n'ont pas pu retenir, vu leurs particularités, les firmes du secteur financier ou encore celles du secteur des services publics ou utilities. Au total, 1394 entreprises différentes ont été retenues. L'échantillon contient 5640 observations ou firmes années. La variable dépendante est une mesure de l'importance de l'innovation. Deux mesures ont été retenues par Chang, Fu, Lo et Zhang. Le nombre de brevets déposés et un nombre de citations des brevets obtenus par l'entreprise, nombre ajusté pour tenir compte du phénomène suivant. Les citations peuvent s'effectuer sur des périodes relativement longues. Et pour les dernières années, en particulier les brevets déposés en 2003, les citations n'ont pu être observées que sur une période restreinte jusqu'à fin 2006. Pour ce faire, un algorithme a été mis en place qui estime le nombre théorique de citations possibles si la période avait été entière. La variable explicative est ici l'importance des stock options distribuées au personnel non dirigeant. Les valeurs de ces options ont été estimées par les auteurs à l'aide du modèle standard de Black et Scholes, en utilisant des volatilités historiques. Enfin, un certain nombre de variables de contrôle pouvant affecter l'innovation ont été introduites. Par exemple, le montant des dépenses en recherche et développement, la taille, l'âge de l'entreprise, son intensité capitalistique, sa productivité du travail, sa croissance, sa rentabilité, le levier de la dette. Ou encore des variables d'origine boursière comme la volatilité quotidienne du cours de l'action. Chang, Fu, Lo et Zhang estiment un ensemble de modèles de régression. La forme générale retenue est la suivante. La variable dépendante est le logarithme de 1 plus la mesure de l'innovation. La variable indépendante est le logarithme de 1 plus la valeur des stock options accordées aux employés non dirigeants. Le coefficient bêta mesure en conséquence l'élasticité de l'innovation à cette forme d'intéressement. Figure également dans ce modèle
des variables de contrôle et des effets fixes par secteur et par année. Les régressions montrent clairement, et quelle que soit la mesure de l'innovation, une association positive et significative avec les montants correspondant aux stock options, alloués au personnel non dirigeant. En revanche, il est intéressant de noter qu'aucune association significative n'a pu être mise en évidence avec les stock options accordés aux seuls dirigeants. L'association précédente n'implique pas nécessairement de lien de causalité entre les stock options et l'innovation. Le modèle peut d'abord souffrir de l'absence de certaines variables, ici omises, mais qui influencent à la fois les stock options et l'innovation. Ensuite, les auteurs sont confrontés à un problème potentiel d'endogénéité. Pour le régler, ils proposent deux réponses. Le recours à des variables latentes et la mise en œuvre d'une approche avec des variables instrumentales. Nous reprenons ici deux résultats faisant intervenir des variables précédemment omises et significativement associées aux mesures de l'innovation. L'introduction de l'indice de Hadlock et Peirce pour prendre en compte l'intensité des contraintes financières pesant sur l'entreprise, ou celle de la taille du conseil d'administration comme mesure de la qualité de la gouvernance, ne modifie guère les coefficients d'association entre les stock options et l'innovation. Ils s'avèrent robustes et relativement insensibles à l'absence de ces variables. L'association entre stock options et innovation peut être due à un lien de causalité allant des stock options vers l'innovation. Mais elle peut résulter aussi d'une causalité de sens inverse. Par exemple, des entreprises très innovatrices peuvent embaucher des personnels très créatifs qui assurent un haut niveau d'innovation. Par ailleurs, ces personnels, très éduqués, acceptent plus volontiers des modes de rémunération élaborés, sophistiqués, comme les stock options. Chang, Fu, Lo et Zhang introduisent dans leur modèle de régression des variables qui sont susceptibles d'être corrélées avec les modes de sélection des personnels avant que n'intervienne la rémunération sous forme de stock options. Deux dimensions sont ainsi explorées. L'attitude des personnes vis-à-vis du risque et la réputation déjà établie de l'entreprise en matière d'innovation. Une mesure de la pratique locale religieuse et les succès passés en matière de brevets servent à cet effet. Les résultats concernant l'association entre stock options et innovation ne sont ici en rien modifiés par l'introduction de ces nouvelles variables. La dernière technique utilisée pour traiter l'endogénéité est classique dans ce genre d'études. Il s'agit d'un recours à une variable instrumentale estimée dans une première étape. L'instrument retenu ici est la valeur moyenne par employé des stock options attribuées dans les entreprises ayant un même code postal ou un code postal voisin, mais n'appartenant pas au même secteur d'activité, le secteur d'activité étant mesuré ici à travers le SIC 2 digits. Les résultats, une fois encore, ne sont fondamentalement pas différents. Au total, il semble bien qu'il y ait un lien de causalité allant des stock options vers l'innovation. Pour comprendre par quels canaux s'exerce l'influence des stock options attribuées aux employés,
Chang-Fu, Lo et Zhang partitionnent leur échantillon en 2 sous-échantillons en fonction de différentes variables. Ils distinguent, par exemple, les entreprises pour lesquelles la valeur du capital humain est élevée et celles pour lesquelles elle est moindre. Ils observent que l'association n'est positive et significative que pour la première sous-population. Ceci est cohérent avec la simple observation que c'est dans ces cas où le facteur humain est élevé que l'innovation joue un rôle décisif. De même, le coefficient n'est significatif que pour les entreprises aux effectifs les plus faibles, là où le problème potentiel de free-riding ou de passagers clandestins est le plus faible. Et la cohérence du groupe est la plus forte. De même, l'association est importante au sein des firmes ayant mis en place un bloc de stock options intéressant une grande part du personnel et négligeable si ce plan de stock options a une base étroite. Ceci va dans le sens d'une recherche par l'entreprise d'une cohérence du groupe lorsque les plans sont effectivement mis en place. Enfin, l'efficacité des stock options pour mobiliser le personnel non dirigeant dans des projets innovants de long terme est d'autant plus élevée que la durée de vie de ces instruments est grande. Par ailleurs, Chang, Fu, Lo et Zhang mettent en évidence le fait que l'association est beaucoup plus faible quand la détention d'actions par le personnel est relativement plus élevée. Pour le personnel, le fait d'être actionnaire serait donc inhibiteur devant des projets innovants risqués. L'un des derniers points abordés par les auteurs est l'analyse du type d'effet produit par les stock options. Une option, ici un call, se valorise avec l'augmentation du prix du sous-jacent, ce que l'on appelle l'effet delta dans le jargon de la théorie des options. Mais la valeur d'une option croît aussi avec la volatilité anticipée pour le sous-jacent. L'effet dit Vega. Il est intéressant de se demander ici quel est l'effet dominant. Si c'est le premier, l'incitation produite conduit le personnel à rechercher avant tout une participation au succès. Si c'est le second, l'incitation la plus importante est dans la recherche d'une prise de risque beaucoup plus élevée. Les auteurs recourent à l'estimation de modèles de régression voisins des précédents. La variable indépendante est ici la valeur estimée, soit du delta, soit du Vega des plans de stock options étudiés. Les résultats font apparaître une association positive et significative pour le seul Vega des stock options détenus par le personnel non dirigeant. L'effet prise de risque est donc dominant. En conclusion, cette étude propose des réponses originales à la question de savoir si l'intéressement par des stock options attribués à des personnels non dirigeants est efficace ou non. Cet article soutient la thèse qu'effectivement, elle les incite à contribuer collectivement au succès né de l'innovation. Elle les incite plus particulièrement à prendre des risques et à se projeter à plus long terme. Les effets de ces stock options sont beaucoup plus élevés dans les entreprises où le capital humain est le plus développé. Là où les problèmes de free riding
ou encore de passagers clandestins sont plus réduits. Et enfin, quand la détention d'actions par le personnel est beaucoup moins développée.